Plus de 300 cépages en Suisse, mais toujours pas de discours clair. Entre richesse, dispersion, arrachage de vignes, identité fragile et un hygiénisme qui questionne la place du vin, que reste-t-il de cette culture vieille de 8000 ans? Pour en parler, je reçois aujourd'hui une référence mondiale, ampélologue, comme il aime qu'on l'appelle. Il est généticien de la vigne, conférencier ou encore auteur. José Bouillamo est l'invité de La Goutte Podcast. Ensemble, on va parler cépage, identité suisse et de ce que l'ADN raconte sur nous. Bonjour José Bouillamo. Bonjour. Merci de rejoindre La Goutte Podcast pour nous faire comprendre un petit peu mieux votre travail. Vous êtes ampélologue. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est d'être ampélologue? Premièrement, bravo de le prononcer correctement. Il n'y a pas tout le monde qui On se arrive. trompe souvent. J'aime bien dire ampélologue parce que ça crée la discussion. Oui. En grec, ampélos, c'est la vigne. Oui. Bon, il y a des bars à vin qui s'appellent ampélos. Ça devrait peut-être faire tilt à des gens. Il y en a un à Bordeaux d'ailleurs. Et puis logos, c'est le discours, l'étude. Donc moi, j'étudie la vigne. Il y a une autre profession qui est ampélographe. Graphine, c'est décrire. Ce sont les gens qui décrivent morphologiquement la vigne. D'accord. Alors, je sais comment on le fait, mais je ne le pratique pas. Moi, je l'étudie sous toutes les coutures, en particulier au niveau génétique, par le test ADN que je pratique sur la vigne depuis maintenant plus de 25 ans. Donc vous êtes généticien de la vigne. Voilà, généticien de la vigne. Mais ça, c'est trop facile. Donc je dis ampélologue. On connaît les traditions, l'histoire, mais on ne connaît pas la forme génétique de la vigne. Qu'est-ce que ça a ouvert comme porte d'étudier l'ADN de la vigne? En premier lieu, l'ADN de la vigne, c'est un complément à l'ampélographie classique. Parce que l'ampélographie classique va décrire le cépage par ses formes de feuilles, de grappes, de rameaux, etc., pour les distinguer, pour leur donner une espèce de carte d'identité. Sauf qu'il y a des limites à cela. Certains cépages se ressemblent beaucoup, certains cépages se retrouvent à différents endroits sous différents noms, et on ne se rend même pas compte qu'il s'agit des mêmes. Donc ce sont les synonymes, le même nom pour deux cépages à des endroits différents parce qu'ils ont voyagé. Et puis, en complément de cela, quand on fait le test ADN, on arrive à créer un profil génétique unique pour chaque cépage. Ce qui a permis, en premier lieu, de nettoyer un petit peu les collections de cépages. Quand on avait peut-être sous 3-4 noms différents le même cépage, on s'est dit, mais est-ce que ça vaut la peine de tout conserver? Parce que conserver un cépage, on doit le conserver vivant. Et pour le conserver, c'est dans des collections, donc des vignobles expérimentaux, avec chaque fois une ligne avec 5 à 10 cèpes. Ça coûte cher. Donc, est-ce que ça vaut la peine d'en avoir beaucoup? C'était ça le point de départ de l'utilisation du test ADN sur la vigne. Ça a été appliqué pour la première fois en 1993 en Australie. Ça a été ensuite utilisé en Californie dès 1996. Et puis, la personne qui a fait ça, c'est un brillantissime post-doctorant à l'Université de Californie à Davis, où moi j'ai fait mes armes. C'était un génie parce qu'il s'est dit, mais moi, quand je suis en train de faire de l'ordre dans cette collection de cépages, puis que je vois les profils, donc c'est des chiffres, hein, on mesure des régions d'ADN, il voyait des correspondances. Puis il se disait, mais c'est quand même bizarre ces correspondances. Il y a des liens. Alors il a étudié beaucoup la génétique humaine, qui est nettement plus avancée que la génétique de la vigne, bien entendu, parce qu'il y a plus de moyens. Et il a utilisé les mêmes statistiques. Et en 1997, il a fait une découverte retentissante. Il a découvert les parents naturels du Cabernet Sauvignon. En voyant que l'un des parents, c'est le Cabernet Franc, pas très étonnant, et l'autre, c'est le Sauvignon Blanc. Et ça a étonné tout le monde. Donc il l'a vu avec ses chiffres, et ça a été une révolution. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mince, j'aurais bien aimé le faire en premier. Ce n'était pas le cas. Par contre, j'étais le premier à avoir cette idée en Suisse. Alors j'ai fait une... Donc j'étais en train de faire mon doctorat à l'Université de Lausanne en génétique des plantes. Je m'occupais d'un genre de plante particulier qui a une génétique bizarre. On était 3 spécialistes au monde et puis on se parlait entre nous 3. Puis voilà, puis ça s'arrêtait là. Et je me suis dit, est-ce qu'on ne peut pas faire ça sur la vigne? Donc j'ai vu ça. En Suisse, ça n'avait pas été fait, donc j'ai obtenu une bourse du Fonds national pour la recherche scientifique pour passer 1 an en Californie, à l'Université de Californie à Davis, pour apprendre cette technique sur les cépages suisses. Donc c'est là que tout a commencé, c'était en 2001. Et est-ce que du coup, vous avez eu de grandes surprises, des révélations qui réécrivent un petit peu l'histoire justement du vin? Oui, bien sûr. Bon, il se trouve qu'en Californie, on était plusieurs dans le labo. C'est même pas une blague, les gens confondent la Suisse et la Suède, donc il faut déjà expliquer où c'est.
Et personne ne savait qu'on faisait du vin en Suisse, à part ma professeure Carole Meredith, qui a une culture du vin, ce qui est assez rare de trouver aux États-Unis. Et puis, j'avais aussi des collègues, dont une collègue et amie pakistanaise qui ne buvait jamais une goutte de vin, mais qui adorait le côté technique de l'étude. Donc, on faisait ça. Et moi, je faisais mes petites découvertes sur les cépages suisses, qui n'intéressaient personne là-bas, bien entendu. Donc, c'est seulement quand je suis revenu que j'ai pu, à partir de 2002 ou 2003, que j'ai pu propager la bonne parole de mes découvertes. Et ça m'a permis déjà de trouver des synonymes et puis quelques origines totalement insoupçonnées. Alors, on peut parler des parents du Lafnetcha, par exemple, qui est un vieux cépage du Haut-Valais. On peut parler aussi des parents du rouge du pays, qu'on appelle aujourd'hui cornalin. Là, il faudra prendre un petit peu de temps parce D'accord. que l'histoire est devenue un peu compliquée au fil des ans avec un retournement de situation l'année dernière. Oh, d'accord. Donc des croyances qui ont été bouleversées par... Oui. Alors, c'est un exemple de la science, c'est une photographie de la réalité avec l'état actuel des connaissances. Et moi, en 2001-2002, avec les connaissances de l'époque, j'avais annoncé avoir trouvé les parents du rouge du pays, donc le vieux cépage valaisan, qu'on appelle aujourd'hui cornalin. Oui. Et ces deux parents, j'avais annoncé qu'il s'agissait du petit rouge et du maillolet, deux vieux cépages du Val d'Ost. Donc j'avais publié un article qui a été validé par la communauté scientifique. Et donc pendant 24 ans, j'ai dit ça à tout le monde, je l'ai écrit. Et puis au printemps 2025, la Station fédérale de recherche agronomique, Agroscope, a étudié les gènes de couleur chez la vigne. Oui. Et puis, alors sans rentrer dans les détails, ces gènes sont transmis de manière, comment dire, héréditaire mendélienne. Et ils ont remarqué tout à fait par hasard que par rapport à ces gènes de couleur, eux, ils cherchaient tout autre chose. Hein. Mais comme ils avaient ces cépages dans leur pool d'études, ils ont remarqué tout à fait par hasard que ma parenté ne jouait pas. Et ils ont écrit, c'est impossible. Ah mince, ok. Alors j'ai lu 20 fois leur article pour être sûr. Et je dois me rendre à l'évidence, ils avaient raison. D'ailleurs, je discutais avec l'auteur de l'article, Jean-Sébastien Reynard, qui m'a dit, mais simplement, tu n'as pas eu de bol. Tu n'as pas eu de bol. C'est que moi, la technique que j'ai utilisée il y a 25 ans, elle a fonctionné, mais simplement, je n'ai pas eu de bol parce que si j'avais utilisé d'autres marqueurs génétiques, j'aurais pu voir que ça ne jouait pas. Parce que pour des gens comme moi, lambda, on n'est pas scientifique, on se dit si un ADN est établi, bah voilà, c'est prouvé, c'est factuel. Mais en fait, c'est plus complexe que ça. Ben oui, parce que quand on faisait ça, on n'analysait pas la totalité de l'ADN en 2001-2002. C'était une série d'endroits d'ADN. Moi, j'avais analysé une cinquantaine. Ça marchait à 49 endroits sur 50. Et puis, ce qu'on appelle une discrépance, un endroit où ça ne joue pas, c'était totalement accepté. Il y avait déjà eu d'autres cas. Donc, ça a été publié. Puis, j'avais même dit, mais au cas où ce ne serait pas vrai ce que je dis, alors l'un des parents est certainement un proche des deux cépages valdotins. J'avais quand même anticipé la chose, mais bon, ça avait été accepté. Donc, ils sont parentés, mais pas... Oui, alors les parents que j'avais identifiés ne sont pas les vrais parents. Et maintenant, j'ai révisé ma théorie. Donc, dans cet ouvrage-là qui est sorti en septembre, j'ai juste eu le temps de refaire mes diagrammes. Ouais. Et là, je dis que la solution la plus probable, c'est que ce qu'on appelle aujourd'hui cornalin en Valais, qui est le rouge du pays, a eu au moins 6 enfants naturels au Val d'Ost. Il est certainement très vieux, il a certainement des parents qui ont disparu, parce que chaque cépage a un père et une mère, comme nous, hein, chaque cépage a 2 parents. Donc, j'imagine que ses parents ont disparu, qu'il est orphelin, qu'il a eu 6 enfants au Val d'Ost, et qu'il a ensuite été introduit en Valais. D'accord. On me dit parfois, mais on ne pourrait pas imaginer le contraire. Alors, on peut tout imaginer. Alors, on peut imaginer... Parce qu'il y a le côté aussi chauvin, on veut avoir des cépages autochtones. Est-ce qu'il y a des cépages purs suisses, pure souche? Oui, alors ce rouge du pays qui s'appelle cornalin aujourd'hui, ça on pourrait aussi en parler, on pourrait imaginer qu'il a toujours vécu ici, qu'il s'est exilé quelquefois au Val d'Ost pour faire 6 enfants en douce et puis revenir incognito. D'accord. C'est pas très logique, hein, c'est pas très convaincant. Au contraire, il est né là-bas, il a eu 6 enfants, il a disparu de là-bas et puis il a été introduit en Valais.
où en fait, on lui a donné le nom de cornalin seulement en 1972. Avant, il s'appelait Rouge du Pays. Je vais rebondir. Hein. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, mais les deux plus récents sont ces deux-là. Donc, Cépage suisse, Histoire et origine. Donc, c'est une nouvelle édition d'une édition précédente aux éditions Favre. On va en parler. Et puis, Grand cépage d'origine française, Histoire, généalogie et vin. Donc, ça aussi, c'est aux éditions Favre. On va en parler également. On va commencer par la Suisse. La Suisse, c'est quoi sa richesse? C'est d'avoir une multitude de cépages sur un tout petit territoire? Alors moi, j'appelle pas ça une richesse. D'accord. J'appelle ça une aberration totale. D'accord. J'ai arrêté d'être poli maintenant. Je dis que c'est une aberration totale. C'est ridicule. Écoutez, la Suisse, c'est un peu moins de 15 000 hectares. L'Alsace, c'est un peu plus. Mais disons, on est à peu près à 15 000. En Alsace, les cépages officiellement autorisés sont au nombre de 10. En Suisse, j'ai refait mes calculs pour cette édition de 2025. 320. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. 320, dont 213 acceptés en AOC, ce qui est aussi n'importe quoi. Ça décrédibilise. Ça décrédibilise totalement l'AOC. Quoi qu'on en dise, l'AOC ne signifie pas dans l'esprit des gens seulement une origine, c'est appellation d'origine contrôlée, ok, mais c'est aussi un gage de qualité, parce qu'il y a un cahier des charges pour l'AOC, il y a une limite de rendement, etc. Donc on s'attend à ce que le vin soit représentatif de son lieu d'origine. Et quand on a 320 cépages, on perd complètement le fil avec le consommateur. Moi, quand j'ai beaucoup de visiteurs étrangers, j'essaie de leur faire connaître les vins suisses. C'est hyper compliqué. Déjà, il y a une mosaïque de régions, on peut en reparler après. Il y a une mosaïque de cépages, et chaque vigneron veut avoir un truc que le vigneron d'à côté n'a pas. Ce qui est aussi stupide. Il faut tous tirer à la même corde. On est suffisamment petits pour tous Oui, c'est pas les marcher uns ensemble. contre les autres. Oui, voilà. Et c'est ça qui manque. Donc pour moi, et je l'ai toujours dit, et pour l'instant je n'ai pas changé d'avis, la diversité ne crée pas l'identité. Vous pointez du doigt un sujet qui est hyper intéressant. Il n'y a pas d'unité dans le milieu du vin. C'est vraiment, on parle de région, Vaud, Valais, Lavaux. Enfin voilà, c'est très précis, c'est très ciblé à chaque fois. Mais il n'y a pas un discours national autour du vin. Est-ce que c'est un problème justement, ce manque de communication? Il y a l'excellence horlogère, mais c'est vraiment un discours national. Est-ce que c'est ce qui manque au vin? Le côté excellence manque, et ça on peut l'atteindre. Par contre, j'aime bien dire, c'est pas moi qui ai inventé cette formule, hein, j'aime bien dire que le vin suisse n'existe pas. Alors ça choque les gens, surtout quand on est à l'étranger. Déjà qu'on est quasiment invisible à l'étranger. L'export, on stagne autour de 1% d'export depuis très longtemps. Et quand je dis que le vin suisse n'existe pas, je vois les yeux qui s'écarquillent, ce qui est mon but, en disant qu'on ne peut pas décrire un vin suisse comme on dirait « ça c'est un Bordeaux ». Les dégustateurs aiment bien s'amuser à dire « ah ça c'est un Bordeaux »,« ah ça c'est un Bourgogne ». Parce qu'il y a une unité. Déjà en Bourgogne, il y a un cépage rouge, c'est le pinot noir. Donc c'est facile. Bordeaux, il y a un assemblage qui est plus ou moins toujours similaire avec un terroir qui est très marqué. La Suisse n'a pas un goût suisse. Parce qu'entre un pinot des Grisons, un merlot du Tessin, une arvine valaisanne ou un chasselas du Désalais, il y a des mondes de différence. Donc on ne peut pas jouer sur une unité de goût ou sur une unité de style. Par contre, on doit jouer sur le savoir-faire, la qualité, la précision qu'on retrouve dans l'horlogerie, qu'on retrouve dans la pharma. On est connu pour la pharma aussi, on est connu pour le chocolat, on est connu pour les couteaux suisses, Victorinox, pour citer une marque, mais on n'est pas connu pour le vin. Et on met la même énergie qualitative dans tous ces domaines. Et pour le vin, ça n'est pas porteur à l'étranger et même pas dans toute la Suisse. Parce que vous savez très bien que l'un des problèmes de la Suisse, c'est que, alors je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais près des 3/4 du vin sont produits en Suisse romande. Et économiquement, c'est la Suisse allemande qui domine. Et malheureusement, encore aujourd'hui, à Zurich, il y a énormément de lieux, de restaurants ou autres, qui ne proposent aucun vin suisse à la carte. Et ça, c'est un problème, c'est un manque d'identité suisse, de qualité, de confiance, et c'est un manque de chauvinisme, je vais dire, de la part de nos amis d'Outre-Sarine, et ça, on aimerait que ça change. Et vous, en tant que spécialiste de la vigne, le vin, vous le connaissez bien, je pense que vous le dégustez aussi, la preuve, vous pouvez témoigner de l'excellence du vin suisse
Donc, en fait, le fond du problème, c'est qu'il y a trop de vins différents, c'est ça? Mais l'excellence viticole, elle est là, non, en Suisse? L'excellence est là, oui. Il y a eu d'énormes progrès dès la fin des années 80, début 90. Alors, c'est vrai qu'au niveau qualitatif, on est encore jeune comme région, la Suisse. Parce que si vous prenez la Bourgogne, ça fait plus de 1000 ans qu'on les prend comme référence. Bordeaux, ça fait plusieurs siècles qu'on prend comme référence. Nous, ça fait depuis les années 90, même 2000, qu'on a commencé à émerger sous le sceau de la qualité. Ça correspond aussi à l'introduction des premières AOC qui ont limité les rendements. Avant, on faisait, entre guillemets, pisser la vigne. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas de bon vin, mais il n'y avait pas de concurrence étrangère. C'était un marché fermé, donc on se permettait de faire des vins de qualité diverses. Donc je dirais que ça fait donc une trentaine, 30 ou 35 ans qu'on a misé sur la qualité. Les vignerons ont joué le jeu pour la plupart dans cette qualité. Et puis, après avoir fait des efforts, après avoir réduit les rendements, après avoir réaménagé leur vignoble, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On leur propose des subventions pour arracher. C'est une situation gravissime, c'est une crise sans précédent dans la viticulture suisse. Et encore une fois, ce n'est que par la qualité qu'on pourra s'en sortir. Et ça passe par aussi réduire le nombre de cépages? Alors moi, je suis favorable à réduire drastiquement le nombre de cépages. Je ne dis pas qu'on doit interdire à quiconque de planter ce qu'il veut. Ici, on est en Valais, on a un climat favorable à la vigne. On dit souvent que c'est la Californie de la Suisse. Il y a 55 cépages en AOC. Il y en a une centaine qui sont officiellement cultivés, certains à titre d'essai. Moi, je dis toujours, quand on a publié le livre Wine Grapes en 2012 avec Jancis Robinson et Julia Harding, deux Masters of Wine anglaises, on avait 1368 cépages cultivés dans le monde pour faire du vin. Aujourd'hui, il y en a environ 1500. On peut planter les 1500 en Valais. On arrivera à faire du bon vin avec, parce que le climat est là. C'est ça qu'on veut? Non, c'est pas ça qu'on veut. C'est avoir une identité propre en mettant en avant les cépages patrimoniaux, en même temps identitaires. Je parle de l'Arvine, je parle de ce qu'on appelle aujourd'hui le cornalin, je parle de la mine, de la Rèze, qui est un peu plus discrète. Les cépages historiques, le Pinot en fait partie. Il est là depuis plus de 150 ans, 170 ans. D'autres encore, la Syrah, dont on a fêté l'anniversaire des 100 ans de vinification l'an dernier. Voilà, on doit miser sur ces cépages qui nous représentent. Après, si quelqu'un veut planter le cépage Bachibouzouk dans sa vigne, qu'il le fasse, mais pas en AOC. Alors justement, sur l'ouvrage que vous avez écrit pour les cépages d'origine française, on voit qu'il y a aussi quand même il y a une histoire commune avec la Suisse, parce qu'il y a des cépages en commun. Est-ce qu'on est indissociable des Français? Bien sûr, il suffit de regarder les statistiques suisses. Le cépage le plus planté en Suisse, c'est quoi? C'est le Pinot Noir. Il est originaire de Bourgogne, Bourgogne-Franche-Comté. Toujours dans les rouges, en deuxième position, on a le Gamay. Il vient de Bourgogne, Beaujolais. En troisième position, on a le Merlot, qui vient de Bordeaux. Voilà, les gens qui me disent, oui, mais pourquoi tu as écrit un livre sur les cépages français avec un éditeur suisse? Alors ça m'amuse parce que je dis toujours, voilà, tu bois de la Syrah, tu bois du Merlot, tu bois du Chardonnay aussi, tu bois du Viognier de Genève parce que tu es un peu curieux. Ben, tout ça, c'est français. Ouais. Donc il y a tout à fait lieu de le faire parce qu'on est très influencé par la France au niveau ampélographique, enfin, au niveau viticulture, bien entendu. Donc, ça fait sens d'avoir ces deux livres. Donc, les gens doivent acheter les deux. Les deux pour comprendre l'histoire liée des deux. Non, mais c'est voilà. Intéressant. Et alors, si on faisait un petit bond dans l'histoire, justement, si on repartait 2000 ans en arrière, vous qui avez une connaissance sur les cépages que nous n'avons pas, s'il y a un cépage disparu que vous voudriez déguster, qui existait il y a 2000 ans, il y en aurait un qui vous viendrait à l'esprit? Alors, c'est une bonne question. Quand je disais que ça fait 30 ou 40 ans qu'on s'est dirigé vers la qualité, et ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des bons vins avant, parce que j'ai bu des vieux millésimes de vins valaisans qui étaient absolument extraordinaires. Mais il faut savoir qu'on a en Suisse, et en particulier en Valais, plus de 2000 ans d'histoire. On a découvert à Gamsen, près de Brigue, lors de la construction de l'autoroute, un site archéologique avec des restes de pépins de raisin, de rafles, de grappes, qui signifie qu'on avait consommé du raisin, qu'on avait probablement vinifié à l'époque, donc l'époque celtique. Donc on connaît la vigne avant les Romains, elle a été développée ensuite par les Romains. On a beaucoup de sites où on a retrouvé des serres
des serpettes pour tailler la vigne, des choses comme ça. Donc, il y avait des sites un peu partout, surtout en Suisse romande. On estime que ça a quoi, 8000 ans à peu près le vin? Un peu plus? Oui, environ 8000 ans. Oui, alors en Suisse, un peu plus de 2000 ans, et puis dans le monde, un peu plus de 8000 ans, avec 2 centres de domestication primaire, un dans le Caucase, c'est Géorgie, Arménie, puis un autre au sud-est de l'Anatolie, qui correspond à l'est de la Turquie aujourd'hui. Et ensuite, la viticulture a essaimé dans toute l'Europe. Donc on fait partie des rares régions qui peuvent se targuer d'avoir plus de 2000 ans d'histoire. C'est pas rien, sauf qu'on n'a aucune idée de quels étaient les cépages qu'on avait à l'époque. Et je disais que vous touchez un point sensible parce que, il y a 20 ans, je pense, 2005, j'avais proposé un projet au Fonds national, je pense, ça c'est vieux. Je voulais analyser les pépins de Gamzen et d'autres pépins de raisin qui avaient été trouvés avec leur ADN pour essayer d'identifier le cépage. Parce qu'il y a des collègues qui ont réussi. Si les pépins sont relativement bien conservés, il reste encore un peu d'ADN dedans, on arrive à l'amplifier et on peut arriver à l'identifier. À l'époque, la technique n'était encore pas suffisamment au point. En 2019, une équipe française a fait ça avec des pépins trouvés à différents endroits en France. Et j'ai trouvé ça génial parce qu'ils ont trouvé en France, près d'Orléans, un pépin qu'ils ont identifié au Savagnin. Savagnin qui est le Haïda du Valais, qu'on appelle païen, qui est le Traminaire des Allemands. C'est tout le même cépage. Et ces pépins avaient environ 900 ans. Donc ça fait 900 ans que le Savagnin existe. Ils ont trouvé aussi quelques pépins qui pouvaient être apparentés à l'Arvine, à la Migne et à l'Humaine blanc. Donc j'ai trouvé ça génial, sans qu'on puisse identifier, mais le lien a été supposé. Et le seul moyen qu'on aurait de savoir qu'est-ce que les Valaisans, bon, ce n'était même pas des Valaisans, le Valais n'existait pas, mais qu'est-ce que les habitants de cette région cultivée il y a 2000 ans, ce serait d'identifier un pépin de raisin archéologique, ça n'a encore pas été fait. Ça serait passionnant. Bah oui. Et dans les écrits, et là je me tourne plutôt dans les écrits religieux, il n'y a pas de textes qui peuvent aider justement à trouver ce qui était cultivé avant? Non, il y a très peu de mentions. La plupart des textes, moi je les ai tous potassés au niveau vigne et vin. Il y a des textes très anciens, l'abbaye de Saint-Maurice, qui date d'avant l'an 1000, où on parle de vigne, on parle de vin blanc, de vin rouge, mais c'est tout. Il n'y a pas de mention de cépage. Et c'est très souvent vinum album, vinum rubrum, on s'arrête là. Et la première fois où on mentionne les noms de cépages en Suisse, c'est en Valais, c'est en 1313, dans un parchemin, où le 20 janvier 1313, le scribe écrit qu'un tel, vous avez tous les détails dans le bouquin, un tel doit payer une taxe à tel autre chaque année avec des raisins mûrs, du maine blanc et de raisin. D'accord. Avec des noms un peu différents, mais on sait que c'est ça, humaine blanc et raisin, et un autre cépage inconnu. Et voyant cela, en 2013, j'ai eu une illumination, non, plutôt en 2012, j'ai eu une illumination. Je dis, mais l'année prochaine, on fête les 700 ans de la Raise et de l'Humagne. Donc j'ai organisé une grande journée de festivités au château de Villa-Assière, qui a été remplie en un tour de main. Donc j'ai fait sur 2 jours finalement, où on a dégusté de la Raise, de l'Humagne, on a fait un repas médiéval, on a fait des conférences historiques, des dégustations. On a bien fêté les 700 ans, parce que pour les 800 ans, je ne pense pas que je serai là. Malheureusement, on ne sera pas là. L'homme et la vigne, ça a donc à peu près 8000 ans d'histoire commune. Est-ce que vous pensez que ça va s'arrêter? Parce qu'on a l'impression que ça y est, c'est la fin du vin. J'avoue que j'en fais partie à toute petite échelle, mais les médias aussi rendent ce sujet hyper grave, hyper anxiogène, parce qu'on a l'impression que c'est la fin d'une ère, c'est la fin du vin. Est-ce que vous y croyez, vous? Alors, ça m'effraie autant que vous, si ce n'est plus. Par rapport aux boissons alcoolisées, il y a mon ami Patrick McGovern, qui est décédé l'année dernière à l'âge de 80 ans, un œnoarchéologue, donc un Américain qui faisait de l'archéologie pour retrouver des traces de boissons alcoolisées, fermentées alcoolisées. Et apparemment, il y aurait des traces en Chine de boissons alcoolisées à base de riz et d'autres plantes qui seraient encore plus anciennes que le vin. Mais pour le vin, oui, on est autour de 8000 ans avec les premières traces de résidus de vin qui auraient environ 5800 ans, et la plus ancienne cave
où on faisait du vin, où on a la preuve à 6100 ans. Elle est en Arménie et je l'ai visitée. C'était absolument phénoménal. Donc, effectivement, on a cette historique et l'histoire récente de l'humanité est très liée au vin. Le vin a été le trait d'union entre toutes les civilisations. Le vin a été un vecteur de communication. Le vin a été un mouvement social. Et on est aujourd'hui dans une phase mondiale de prohibitionnisme à l'américaine, mais pour tout le monde, qui vient d'un hygiénisme porté par l'OMS sur la base d'études qui sont discutées par beaucoup de professionnels, y compris des médecins très réputés. On a tendance à diaboliser le vin. L'OMS aime bien répéter ce que certains médecins ayatollahs énoncent en disant que le premier verre de vin de votre vie, c'est déjà une mise en danger. Ce à quoi on rétorque que la première respiration aussi. À ce moment-là, oui. Voilà. Même peut-être encore plus avec la pollution. Mais bien sûr, il y a des choses qui sont... Alors, il ne faut pas banaliser la consommation de vin, bien entendu. On connaît les dérives que ça peut représenter, mais on ne parle jamais du sucre, par exemple, qui tue probablement plus de monde. Qui tue peut-être plus de monde de manière indirecte, oui. Le tabac, ça a l'air réglé. Et en fait, on assiste à ce qu'on peut nommer une dénormalisation du vin. Alors moi, j'ai la chance depuis une vingtaine d'années de faire partie de l'Académie internationale du vin qui regroupe une centaine de personnalités du monde du vin qui ont une certaine influence. Et puis, ça fait 20 ans que je dis on devrait nous exprimer sur certains sujets de société. Puis on me dit, mais non, nous, on est une académie, un peu genre, on est une vieille dame tranquille, on est entre nous. On ne crie pas, on ne parle pas. On réfléchit, voilà. Et là, pour la première fois l'année dernière, nous avons pris parole. Nous avons publié un manifeste d'une page qui a été repris dans le monde entier, par tous les grands journaux, pour lutter justement contre la dénormalisation du vin. Et moi, j'ai dû regarder dans le dictionnaire ce que ça voulait dire, la dénormalisation. Parce qu'au départ, je crois que c'était un truc informatique. Après, ça a été utilisé, par exemple, pour le tabac, où il n'est plus normal de fumer. Voilà. Et il y a des gens qui aimeraient que ce ne soit plus normal de boire du vin. Qu'on vous regarde de travers, comme quand vous fumez dans un lieu public. Comme quand on fume, exactement, voilà. oui. Il y a des gens qui veulent ça. Et ce manifeste, justement, luttait en disant que, pour résumer, le vin n'est pas qu'une molécule d'alcool. Bien sûr qu'il en contient. Mais c'est aussi de la culture, c'est aussi du plaisir, de la joie, du lien social, c'est aussi l'historique, c'est aussi les migrations humaines. Ça fait partie vraiment de l'histoire de l'homme. Oui, oui, c'est vraiment indissociable de l'histoire de l'homme. Et si on veut nous enlever ça, on risque de nous amputer d'une grande partie de ce qui nous rend civilisés. Donc le vin, c'est la civilisation. Si on revient à votre travail, travailler autour de l'ADN de la vigne, il n'y a pas qu'un manque de consommation, il n'y a pas qu'un manque de communication ou d'union nationale. Dans les problèmes pour les vignerons, il y a aussi le problème du réchauffement climatique, sinon c'est pas drôle. Est-ce que justement votre travail autour de l'ADN va jouer un rôle sur l'avenir des vignes? Est-ce que plus que choisir des cépages traditionnels, un cépage traditionnel va peut-être perdre sa place face à un cépage qui sera plus résistant? C'est quoi l'avenir? Mon travail sur l'ADN ne va pas directement influencer ça, parce que moi, je reste avec la technique, entre guillemets, d'observation du profil ADN pour identifier le cépage et puis de déceler les liens de parenté. Donc, dans ce sens, je ne modifie pas le cépage. Il y a d'autres scientifiques qui le font. Moi, je ne modifie pas le cépage, mais c'est possible. Et on constate les effets du réchauffement climatique. Tout le monde doit trouver des solutions. Il y a des solutions techniques, donc d'adaptation viticulturale. Hein. On peut jouer sur l'irrigation, on peut jouer sur la surface foliaire, on peut jouer sur plein de choses. On peut jouer en Suisse, par exemple, en Valais, sur l'altitude à laquelle on va planter le cépage. On peut aussi jouer sur le cépage qu'on choisit. Et là, il y a deux solutions. Soit on change de cépage, soit on garde le même. Il n'y a pas d'autre. Si on change de cépage, on peut soit continuer avec des cépages traditionnels, mais qui viennent du sud pour les mettre vers le nord, puisque le nord se réchauffe. Par exemple, il y a des Alsaciens qui ont déjà planté de la Syrah. La Syrah qui est connue vallée du Rhône, Rhône nord et sud, avec Châteauneuf-du-Pape ou Côte-Rôtie dans le nord. Eh bien, ils en ont planté en Alsace.
Il y a d'autres cépages, comme le Touriga national du Portugal, qui a été planté, testé et agréé dans certaines appellations à Bordeaux. Donc, on va plutôt vers des cépages du sud qui migrent vers le nord. Ça, c'est une possibilité. On peut aussi, ce qui, moi, me paraît très intéressant, ressortir des armoires les vieux cépages oubliés et poussiéreux, qui ont été oubliés pour des raisons qui étaient valables peut-être il y a 100 ans, si on voulait faire de la production, mais qui recèlent peut-être en eux des ressources insoupçonnées et qui ont déjà passé à travers plusieurs étapes climatiques différentes. Donc, s'ils ont survécu jusqu'à aujourd'hui depuis le Moyen-Âge, c'est peut-être bien de les essayer. Et là, il y a aussi des essais qui sont faits dans ce sens-là. Je pense par exemple au casse-tête, qui est un cépage bordelais qui est en train d'être réhabilité. Plus proche de nous, je pense un peu égoïstement à la Diole, qui est un cépage blanc valaisan que j'ai eu le bonheur de ressusciter. On le croyait disparu, je l'ai ressuscité depuis 2007 avec le concours de Didier Joris, l'un des vignerons et œnologues les plus brillants de Suisse, qui est aujourd'hui à la retraite. C'est désormais Valentina André qui s'occupe de mes vignes. Qui a repris le flambeau. Qui a repris le flambeau. Le futur va s'écrire prochainement. Donc là aussi, c'est un cépage qui a été oublié depuis 120 ou 130 ans. Et là, il donne des résultats très, très intéressants. Et peut-être que dans ces vieux cépages, on a des solutions. Et toujours, si on veut changer de cépage, alors il y a la voie des croisements. La station de recherche Agroscope en a fait, encore récemment, avec des croisements de cépages autochtones avec des cépages résistants, mais qui ne sont pas encore des hybrides. Il y a le Cornarello, le Merello, Nerello, par exemple. Et puis des hybrides. Alors, croisement, on reste dans la même espèce. D'accord. Vitis vinifera. Donc, si vous prenez un Merlot, vous le croisez avec un Pinot, c'est un croisement. D'accord. Un hybride, si vous prenez un Vitis vinifera, donc la vigne européenne, et vous croisez avec une autre Vitis, en général américaine, il y en a aussi en Asie. Et là, vous avez un hybride. Alors, question, je vous coupe, mais les vignes qui sont en Amérique du Nord, par exemple, ce pas des vignes qui ont été importées par des Européens à l'époque. Il y avait des vignes originaires de l'Amérique du Nord qui existent encore, Alors, il y a des vignes autochtones qui existent encore. Elles sont très rarement utilisées pour faire du vin. Dans le 99, je ne sais pas combien de pourcents des cas, ce qu'on utilise en Amérique du Nord, ce sont des cépages européens importés. Vous avez le Cabernet Sauvignon à Napa Valley qui a eu des résultats extraordinaires, mais ça, ce sont des cépages européens importés. Mais il y a des vignes américaines qui ont perduré, et c'est avec ces vignes-là qu'on a fait des hybrides pour introduire leur résistance, parce qu'elles sont résistantes à plein de choses. Beaucoup de problèmes qui nous arrivent en Europe proviennent des États-Unis. Je ne parle pas de l'actualité. Non, je n'allais rien dire, je n'allais pas du tout rebondir là-dessus. Moi, je n'ai pas parlé du tout de l'actualité. On parle de la vigne uniquement. Voilà. Mais déjà à l'époque, ils nous ont envoyé l'oïdium, le mildiou et le phylloxéra. Des belles maladies. Des maladies qui sont des graves problèmes pour la vigne, contre lesquels on lutte par de la chimie pour les maladies champignons, oïdium, mildiou, et par la greffe pour le phylloxéra. Donc ça, c'est une voie d'adaptation, c'est utiliser des croisements et des hybrides. Mais là, on change complètement le faciès du vin. Mais on peut aussi conserver le même cépage. Je suis en train de vous réciter mon bouquin quasiment, mais c'est bien, parce que tous ceux qui vont vouloir tout comprendre vont se dire, c'est lequel? Il faut acheter lequel? Il sortira normalement en septembre. D'accord, en anglais. En anglais, pour les anglophones. Voilà. C'est à travers International Wine and Food Society. Voilà. Et si on garde le même cépage, alors là, il faut s'adapter. Et pour s'adapter, il y a plusieurs voies. Il y a utiliser la diversité génétique dans un cépage. Parce que trop souvent, on a sélectionné les meilleurs clones. Donc les clones, ce sont des typologies de cépages dans le cépage qui nous plaisent, parce qu'un cep produit plus, donc on va le multiplier. Mais il y a une grande diversité qui a été un petit peu occultée, donc il faut utiliser ça. Il y a une grande diversité de porte-greffes qui ont une influence aussi sur le cépage. Selon le porte-greffe, on peut avoir 1 à 2 semaines de différence dans la date de vendange pour le même cépage. Donc on peut jouer là-dessus aussi. Et puis il y a les techniques biologiques modernes, techniques de modification. Donc on peut aujourd'hui, avec ce que j'appelle moi un Photoshop de l'ADN, c'est l'édition du génome. On a un outil génétique
qui permet d'aller allumer ou éteindre des gènes dans l'ADN. Donc on peut, s'il y a un gène de résistance au milieu, on peut l'allumer. Ça a été fait récemment sur le chardonnay en Afrique du Sud. Donc ça, c'est une voie. On peut aussi faire de l'OGM, c'est-à-dire qu'on prend un gène dans une vigne américaine, on l'insère dans le génome du merlot, et le merlot devient résistant. On peut le faire, c'est très facile, mais pour l'instant en Europe, c'est no-go. Il y a des essais qui ont été faits, qui ont été abandonnés parce que le public n'est pas prêt. Psychologiquement, ça ne passe pas, mais c'est une possibilité. Si on le faisait, moi je vois qu'un seul problème, c'est que ça va coûter très cher, et si on le fait pour le merlot, il y a plusieurs centaines de clones qui existent, mais on va le faire pour un clone. Et tout le monde va le planter parce qu'il sera résistant. Donc on va perdre la diversité. Voilà un tour d'horizon de ce qui nous attend pour le futur. Bon, est-ce que vous êtes optimiste ou un petit peu, ou c'est compliqué de l'être? Bien sûr que c'est très compliqué de l'être. Il va y avoir des changements. J'aime bien écouter Jean-Marc Jancovici qui parle beaucoup du réchauffement climatique et des conséquences au niveau énergétique mondial. Et il aime bien répéter que le changement sans changement, ça ne va pas être possible. C'est pas faux. Donc en viticulture, c'est pareil. Il va falloir faire des... Ce n'est pas seulement des petits ajustements qu'il va falloir faire, ce sont des gros changements. Et pour la Suisse, voilà, est-ce que ça va passer par un changement de cépage? Moi, j'ai peine à croire. J'ai peine à croire. On a une telle identité forte. Je reprends l'exemple du merlot du Tessin qui a été introduit vers 1906. Donc, on a 120 ans d'histoire. On ne peut pas changer la viticulture tessinoise d'un tour de main en disant on plante autre chose partout. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous allez vers des faillites, vous allez vers des consommateurs qui vont tourner le dos. Pour des régions qui sont nouvelles au vin, je vois maintenant qu'on plante des raisins en Suède, en Norvège, il y en a en Danemark. C'est très souvent des hybrides. Ils n'ont pas un historique à défendre. Non. Grand bien leur face. Qui plantent ça, il y a des consommateurs, tant mieux pour eux. Nous, on a un historique quand même qui est très ancré et je ne vois pas comment on pourrait le changer. Et pour paraphraser cela, je dis toujours, j'aime bien provoquer, je dis toujours qu'une planète sur laquelle il y aurait autre chose que du pinot noir à la Romanée-Conti, en Bourgogne, c'est une planète sur laquelle je ne veux plus vivre. Non pas que je boive de la Romanée-Conti souvent, mais c'est dans l'image. Bon, je pense que tous les vignerons sont un peu dans le même bateau, mais si on s'adressait aux vignerons suisses, si vous vous adressiez aux vignerons suisses en particulier, qu'est-ce que vous leur diriez? Alors, je leur dirais plein de choses. Je leur dirais premièrement que votre principal concurrent, ce n'est pas votre voisin, ni le canton voisin, ni la région voisine. C'est le vin étranger. Là, on commence à le comprendre, surtout ces jours-ci, avec les prises de position politiques du Conseil fédéral et autres. Donc, votre voisin, c'est votre allié. Et on doit tous tirer à la même corde et défendre le vin suisse. Moi, je collabore régulièrement avec Swiss Wine Promotion, l'organisme de défense des vins suisses. Et quand je vais à l'étranger, la première chose à faire, c'est de faire savoir qu'il y a du vin suisse. Et après, quand on a ferré la personne avec un hameçon, après, on peut aller dans le détail en disant il y a 6 régions, il y a une diversité, etc. Donc, premièrement, c'est de tirer tous à la même corde et de parler du vin suisse, de miser sur la qualité, et ça, on n'a plus le choix, et de sortir, de bouger, parce que si on reste au fond de sa cave à se morfondre en disant personne n'achète mon vin, c'est la mort assurée. Oui, c'est sûr que les gens ne se déplacent plus dans les domaines pour aller acheter le vin, c'est plus comme avant. Alors, je dis pas que la plupart des gens le font, mais il y a certains qui seront peut-être un peu trop passifs, et ceux-là auront de la difficulté. Il faut se montrer, il faut se faire connaître, il faut trouver des moyens pour que la jeune génération, même si elle boit moins, s'intéresse quand même à ce qu'on fait. Alors, ça passe par différentes options qui, moi, ne m'attirent pas parce que ce n'est pas ma génération, mais on peut aller sur des autres types de vins, sur des vins un peu plus légers. Par exemple. Le vin désalcoolisé, c'est encore un autre sujet. On peut en parler, mais c'est plus compliqué. Non, sur des boissons alcoolisées à base de vin pour que ça soit une porte d'entrée, ou pour des vins un peu plus doux qui soient aussi une porte d'entrée. Après, si la personne s'accroche, elle va se dire, comme beaucoup, se disent ah ben, je buvais du vin sucré parce que j'étais jeune, aujourd'hui ça ne m'intéresse plus, mais je bois autre chose. C'est en passant par ces biais de connaissances de la jeune génération
et puis aussi de la fidélisation des anciens. On est obligé de faire les deux en même temps, en parallèle, hein, qu'on aura la survie. Donc les vignerons doivent s'accrocher. C'est bête à dire, mais produire moins mais mieux. Beaucoup le font déjà, mais il faudrait que toute la branche le fasse. On imagine parfois que l'avenir du vin, c'est beaucoup moins de vignerons en Suisse, mais beaucoup plus de plus gros vignerons. Est-ce que vous y croyez? C'est ce qu'on dit toujours, oui, qu'on veut professionnaliser la viticulture. On le constate, il suffit de se promener dans les vignobles, le nombre de vignes abandonnées, aujourd'hui le nombre de vignes arrachées, ben c'est souvent ce qu'on appelait les vignerons du samedi, qui faisaient la vigne le samedi à l'époque, parce qu'à 6 francs le kilo, ça payait les vacances. Aujourd'hui, ça ne paye plus rien. Au contraire, ça peut même coûter. Donc, il n'y a plus d'intérêt à aller se fatiguer les chines à la vigne. Et ces vignes sont petit à petit abandonnées et sont souvent reprises par des professionnels. Donc, on assiste à cette professionnalisation de la viticulture depuis de nombreuses années. En effet, si c'est pris entre de bonnes mains, tant mieux. Mais si c'est pour arracher encore plus, ben on va vraiment vers quelque chose qui sera difficile à gérer, d'autant plus que moi, l'arrachage des vignes, ça fait 20 ans que j'en parle. Je ne suis pas le seul à en parler, hein. C'est toujours considéré, alors je vais me faire taper sur les doigts par beaucoup de gens, mais tant pis, c'est toujours considéré qu'il y a 1000 hectares de troncs en vallée et qu'il faudrait arracher, mais de manière coordonnée. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Le problème, c'est que les vignes qui seront arrachées en premier, ce sont les vignes les plus difficiles à travailler, les plus difficiles d'accès, les plus pénibles. Mais ce sont souvent celles avec lesquelles on fait les meilleurs vins. Alors que les vignes qui sont moins bien exposées, plutôt plats, qu'on peut mécaniser, vont être conservées et ce n'est pas là qu'on va faire les meilleurs vins en général. Là, ce qu'on observe actuellement avec les décisions politiques, c'est que l'arrachage n'est pas coordonné du tout. Et le danger, c'est aussi le changement des paysages. On a souvent parlé de la latte avec le mitage du territoire. Ben là, on est en train de miter les vignobles. Donc ça devrait être supervisé, ça ne devrait pas être libre d'arracher où on veut, c'est ça? À mon avis, oui. À mon avis, oui. Alors, c'est facile à dire, hein. Je ne suis pas vigneron ni propriétaire terrien, je formule un vœu. Je ne dis pas que c'est facile à mettre en œuvre, je formule un vœu. Et pour, du coup, le consommateur suisse, qu'est-ce que vous voudriez leur dire par rapport justement au vin suisse? Quels sont les cépages qu'ils devraient découvrir et mettre en avant, que ce soit des restaurateurs, des consommateurs? Oui, ben, par rapport au vin suisse, c'est clair que l'argument qui revient toujours, c'est l'argument du prix. Ah, mais les vins suisses sont trop chers. Moi, je trouve des très bons vins à la moitié du prix dans le supermarché. Je ne dis pas des provenances, on peut les deviner. Je dis oui, mais regarde autour de toi. Ceux qui ont ces vignes, par exemple, toi, tu as, je dis n'importe quoi, tu as un garage ou tu as une entreprise, ben, c'est des clients de ton entreprise. Toi, quand tu achètes un vin étranger, tu es en train de les tuer. Tes propres clients qui viennent chez toi grâce à l'argent qu'ils font sur ce vin. Donc, ce que je te conseille, c'est peut-être de boire 2 fois moins, souvent, mais du vin suisse. Donc, au lieu de boire 2 bouteilles de vin étranger durant ton week-end, tu n'en bois qu'une, mais du vin suisse. Comme ça, tu aides ce qui t'entoure, tu aides ton patrimoine, tu aides visuellement le tourisme à perdurer. Et puis, en termes de cépages, alors oui, il y a une grande diversité. À titre personnel, je dirais de s'intéresser aux vieux cépages qui constituent notre patrimoine, que nos ancêtres ont préservé jusqu'à aujourd'hui, non pas sans raison, parce qu'il y avait une personnalité, parce qu'il y avait une qualité qui a été retenue. Il y a beaucoup de cépages qui ont certainement disparu. Ceux qui ont perduré, eh bien, il faut se demander pourquoi. Et il faut les goûter. Il faut goûter la Brondola du Tessin. Il faut goûter le Compléter des Grisons, dont certains sont devenus des grands fanatiques et j'en fais partie. J'ai quasiment une complétérothèque à la maison. Bien entendu, tout le monde connaît l'Arvine qu'on est en train de déguster. Cela dit, l'Arvine, c'est aujourd'hui, je crois, 242 hectares sur les 14 500 de Suisse. C'est rien du tout. On en parle, mais presque personne n'en plante, proportionnellement. On est à moins de 5% du vignoble suisse. Donc, il faut aller
selon moi, vers les cépages autochtones ou traditionnels. Hein, même le Merlot du Tessin, il est devenu traditionnel. Le Pinot Noir, bien entendu, au Grison, à Neuchâtel. Genève, bon, ils sont tellement proches de la France qu'ils peinent à avoir une tradition, mais la ligotée et le viognier font partie des cépages qui se portent très bien depuis des années là-bas, et sans parler du Chasselas, qui est le roi du pourtour lémanique. Donc moi, je suis convaincu que ce sont ces cépages pour lesquels on a un savoir-faire et une tradition qui sont notre avenir. Et les cépages d'autant plus patrimoniaux, l'avantage, c'est qu'on a les sols à les faire. C'est ça. On n'a pas de concurrence là-dessus. Et moi, j'incite les gens à s'intéresser à ces cépages, à sortir des sentiers battus, et puis à éveiller la curiosité de leurs invités en faisant goûter un truc un peu spécial. Pas tout le temps, bien sûr, on va continuer avec ce qu'on connaît bien, ce dont on est rassuré, mais... D'être un peu curieux, quoi. Soyez curieux, goûtez une raise du Valais une fois, pour voir la tête des gens. Un peu de chauvinisme, un peu de curiosité, et puis on va s'en sortir, quoi. Oui, je ne dis pas que ça va révolutionner, mais ça va titiller l'esprit des gens et éveiller la curiosité pour les vins suisses qui en ont bien besoin. Merci beaucoup, José Vouillamo. Merci, Vanni. Je le rappelle, donc, vous êtes ampélologue, on l'a dit, on a un peu parlé de votre métier. Vous êtes auteur, il y a 2 ouvrages, notamment qu'on peut trouver aux éditions Favre. Où est-ce qu'on peut les acheter, vos livres? On peut les acheter aux éditions Favre, on peut les acheter sur mon site internet, josévouillamo.com, tout simple, et dans toutes les bonnes librairies. Dans toutes les bonnes librairies, donc n'hésitez pas. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Eh bien, que le vin suisse soit florissant, que l'export des vins suisses augmente, parce que quand on augmente l'export, on fait de la place aussi pour d'autres dans le marché. Et quand on exporte à l'étranger, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que les amis alémaniques réticents vont se dire « Ah, mais dis donc, le vin suisse est bu à Londres et à New York. » C'est la même loi partout. La loi de l'attraction, il faut partir ailleurs. Il faudrait que je m'y intéresse aussi. Voilà. Et puis, grosso modo, on est aujourd'hui, je crois, les chiffres fluctuent, mais la consommation suisse, c'est 65% de vin étranger et 35% de vin suisse. Si un jour on arrive à 60-40, je pense que tout le monde sera content. Donc, on y travaille. Bon, il y a encore un peu de boulot. Merci beaucoup, José Vouillamo. Merci à vous. Au revoir. Et nous, on se retrouve prochainement dans un nouvel épisode de La Goutte Podcast. Salut. Santé. Santé. Plongez dans l'univers du vin sans chichi. La Goutte, le podcast qui, comme le vin, se partage. Alors n'hésite pas à retrouver l'intégralité du podcast sur toutes les plateformes d'écoute et sur YouTube.